Les immenses grilles en fer forgé de Bobigny, qui s'ouvraient jadis à l'aube pour engloutir des milliers de travailleurs dans un tumulte d'acier, se dressent aujourd'hui, paralysés par la rouille, sous le ciel gris de la banlieue parisienne. Le rythme assourdissant des presses à emboutir, ce véritable battement de cœur mécanique qui a résonné pendant des décennies, a été dévoré par un silence glacial aux effluves d'huile séchée et de métal mort. À son apogée dans les années 1950, cette forteresse colossale n'était rien de moins que le cœur mécanique de la France. Chaque jour, un demi-million de rêves en acier laqué rouge et vert dévalaient ces chaînes de montage vibrantes, forgeant l'imagination et la vocation de futurs ingénieurs à travers le monde entier. Pourtant, aujourd'hui, le royaume souverain des poutrelles miniatures et des écrous en laiton gît en ruine. Il n'est plus qu'une carcasse éviscérée, dépouillée de son âme par une ère nouvelle et impitoyable. Les mêmes mains ouvrières qui, avec une fierté infinie, avaient méticuleusement construit l'avenir, se sont retrouvées vides, s'agrippant à des engrenages fantômes. Comment un empire mondial qui a appris à des générations entières comment assembler les rouages du monde a-t-il pu échouer si tragiquement à concevoir les mécanismes de sa propre survie? Franchissez avec nous les tourniquets rouillés de l'usine Mécano de Bobigny. Tendez l'oreille aux échos lointains des machines oubliées et devenez les témoins intimes de l'effondrement agonisant d'un monument de l'histoire industrielle. À l'aube du XXe siècle, le monde de l'enfance était un monde de silence et de stase. Les salles de jeu de la bourgeoisie européenne étaient peuplées de magnifiques poupées en porcelaine au visage d'anges, de soldats de plomb figés dans une éternelle posture d'attente et de chevaux à bascule en bois méticuleusement sculptés. C'était un univers de pure contemplation, un monde où l'enfant n'était bien souvent que le spectateur passif de ses propres jouets, limité par une forme définitive. Mais de l'autre côté de la Manche, dans le brouillard épais et rugissant de Liverpool, un commis britannique du nom de Frank Hornby observait attentivement les immenses grues qui déchargeaient les navires marchands au port. Il voyait un monde en perpétuel mouvement, propulsé par la force de la vapeur, l'ingénierie lourde et les rivets d'acier. En 1898, frustré par la fragilité des jouets de ses propres fils et leur manque d'interactivité, Hornby commença à découper des bandes de tôle de cuivre dans son petit atelier domestique. Il les perça de trous circulaires, à des intervalles réguliers d'exactement un demi-pouce, et conçut un système pour les relier fermement avec de minuscules vis et des écrous en laiton. Il venait, sans le savoir, de coder l'ADN de l'ingénierie moderne dans un format miniature. Ce n'était plus un simple jouet, c'était un système universel. D'abord baptisé Mechanics Made Easy, la mécanique rendue facile, en 1901, puis breveté sous le nom désormais immortel de Meccano en 1907, l'invention de Hornby portait en elle une promesse révolutionnaire. Donner aux enfants le pouvoir de créer, de démonter et de reconstruire le monde matériel qui les entourait. Chaque boîte offrait une expérience multisensorielle inédite. L'odeur caractéristique du métal neuf, le cliquetis satisfaisant des pièces tombant sur la table de chêne, la froideur de l'acier qui s'harmonisait avec la chaleur des petites mains concentrées. Mécano était une initiation à la logique industrielle. Le succès britannique fut foudroyant. Mais pour qu'un tel concept devienne un empire véritablement mondial, il devait nécessairement conquérir le continent européen. Et la porte d'entrée de ce continent, c'était la France. C'est aux alentours de 1912 que les premières boîtes Mécano traversèrent la mer pour débarquer à Paris. À cette époque, la France de la Belle Époque était la capitale incontestée du jouet d'art. La nation était profondément attachée à ses traditions artisanales. Les ateliers parisiens produisaient les célèbres poupées jumeaux, de véritables chefs-d'œuvre de délicatesse, avec leurs robes de soie et leurs regards perçants. Les artisans des montagnes du Jura tournaient des toupies et des chariots en bois d'une finesse incomparable. L'arrivée du mécano sur le sol français provoqua un véritable choc culturel, frôlant d'abord l'incompréhension totale. Pour les marchands de jouets traditionnels des élégants grands boulevards, ces boîtes rectangulaires remplies de bandes de métal perforées, froides et brutalement standardisées, ressemblaient davantage à des fournitures de quincaillerie qu'à des objets de divertissement. Comment un enfant pourrait-il s'attacher à de simples écrous et des plaques d'acier? Où était la poésie? Où était l'âme du jouet?
Il y avait une méfiance palpable envers cette intrusion de la révolution industrielle, jugée trop agressive, directement dans le sanctuaire de la chambre d'enfant. Les vitrines de Noël à Paris, d'ordinaire peuplées d'ours en peluche et d'automates somptueux, rechignaient à faire place à ces constructions angulaires et nues. Le métal, disait-on, sentait l'usine, pas la magie. Cependant, cette réticence hautaine des adultes se heurta très vite à la fascination instinctive des enfants. Ce que les marchands parisiens considéraient comme une froideur mathématique, les jeunes garçons de l'époque y virent une liberté absolue de création. La magie ne résidait pas dans la pièce de métal isolée, mais dans la somme incroyable de ce qu'elle permettait de devenir. Avec un petit tournevis et une clé plate pour seules armes, l'enfant français ne jouait plus. Il bâtissait. Du jour au lendemain, il devenait un petit Gustave Eiffel, élevant une nouvelle tour au milieu du salon, ou un Ferdinand de Lesseps creusant les mécanismes d'un pont levant sur le tapis de la salle à manger. La tension culturelle s'estompa face à la réalité commerciale. Les grues miniatures commençaient à soulever des dictionnaires dans les foyers bourgeois. Face à cette demande inattendue qui balaya les préjugés, la succursale française de Mécano, initialement un simple bureau d'importation rue Émile Allais, puis un modeste atelier d'assemblage à Belleville, fondé en 1921, fut rapidement submergé par les commandes. À la fin des années 1920, la situation devint intenable. Les barrières douanières prohibitives imposées après la Première Guerre mondiale rendaient l'importation massive depuis l'usine mère de Liverpool financièrement suicidaire. Pour survivre, s'imposer et dominer, Mécano France ne pouvait plus se contenter d'être un simple relais. Il fallait s'enraciner profondément dans la terre française. L'entreprise avait soudainement besoin d'espace, d'infrastructures lourdes, de réseaux ferroviaires connectés et d'une armée de main-d'œuvre. Le petit atelier parisien étouffait sous son propre succès, incapable de suivre le rythme trépidant des ventes. Les dirigeants tournèrent alors leur regard vers le nord-est de Paris, loin de l'élégance du centre-ville, vers les vastes étendues industrielles de la banlieue rouge. Là-bas, sur un terrain vague de la commune de Bobigny, résidait la promesse d'une cathédrale d'acier. Ce n'était pas seulement le projet de construire une usine pour répondre à la demande, c'était l'ambition démesurée de forger un véritable royaume mécanique. Les plans monumentaux furent dessinés, l'audace prit le pas sur la prudence. Le moment était venu de poser la première pierre d'une forteresse qui allait non seulement façonner des jouets, mais forger l'identité de milliers de vies. Au tournant des années 1930, le modeste atelier de Belleville n'était plus qu'une coquille atrocement étroite, prête à éclater sous la pression d'une demande que personne n'avait osé anticiper. Le succès français de Mécano n'était plus une simple anomalie commerciale. C'était un raz-de-marée. Les petites pièces perforées avaient définitivement conquis l'imaginaire de la nation. Pour les dirigeants de l'entreprise, une vérité brutale s'imposait. Il était devenu physiquement et financièrement impossible de continuer à importer l'essentiel de la production depuis l'Angleterre, ni de se contenter de bricoler dans les faubourgs parisiens. L'heure n'était plus à l'expansion, mais à la fondation d'un empire souverain. Le regard des décideurs se détourna des quartiers denses de Paris pour se fixer sur les vastes étendues du Nord-Est. Bobigny. À cette époque, la commune était en pleine mutation. Une zone de transition brutale, où les anciens champs maraîchers étaient méthodiquement engloutis par l'avancée de l'industrie lourde. C'était le cœur palpitant de la banlieue ouvrière, un territoire brut offrant deux ressources inestimables. Un espace foncier immense et un bassin de main-d'œuvre inépuisable. En 1931, les premiers coups de pioche éventrèrent le sol de Bobigny. Ce qui s'élevait de terre n'était pas un simple hangar de tôle ondulée, mais une véritable déclaration d'intention architecturale. Conçue avec l'exigence d'un palais moderne, la nouvelle usine arborait des façades colossales en briques rouges, structurées par de gigantesques verrières aux armatures métalliques. Ces fenêtres démesurées n'étaient pas là pour l'esthétique. Elles avaient pour mission d'inonder les vastes nefs intérieures d'une lumière naturelle crue, indispensable pour garantir la précision chirurgicale que réclamait l'usinage des pièces. Au sommet de l'édifice principal, trônant fièrement au-dessus de l'horizon brumeux de la banlieue, de monumentales lettres capitales éplaient le nom Mécano. Ce panneau gigantesque devenait un phare industriel,
visible à des kilomètres à la ronde. Il proclamait l'enracinement définitif de la marque sur le sol français. Bobigny avait été conçu non pas comme une simple ligne d'assemblage, mais comme une ville miniature, un écosystème d'une stupéfiante autonomie. Derrière ces hautes grilles en fer forgé s'organisait un monde clos d'une rationalité implacable. Au rez-de-chaussée s'étendaient les cathédrales des presses, où d'énormes machines attendaient de frapper le métal. Plus haut, on trouvait les salles d'outillage, véritables sanctuaires, où des maîtres artisans usinaient les matrices au dixième de millimètre près. L'usine abritait ses propres cabines de peinture, ses fours de séchage, ses entrepôts de conditionnement, et même une imprimerie à la pointe de la technologie, exclusivement dédiée à l'édition des célèbres et complexes manuels d'instruction. C'était l'industrialisation portée à son paroxysme, un triomphe de l'organisation spatiale au service d'un seul objectif, dompter l'acier. Cependant, une forteresse aussi majestueuse soit-elle, n'est qu'un tombeau vide sans le sang chaud qui circule dans ses veines. Dès son inauguration officielle, l'usine de Bobigny engloutit une véritable armée. Chaque matin, au son strident de la sirène, des centaines, puis des milliers d'hommes et de femmes franchissaient les portiques, avalés par le ventre de la bête. La hiérarchie à l'intérieur était stricte, dictée par la machine. Il y avait l'aristocratie des outilleurs, des hommes silencieux aux mains noircies, seuls capables de réparer les matrices qui donnaient vie aux pièces. Il y avait les conducteurs de presse, évoluant dans un vacarme apocalyptique, dont le corps entier finissait par vibrer au même rythme frénétique que la fonte percutant l'acier. Et il y avait les légions de femmes, affectées aux ateliers de peinture et aux chaînes d'emballage, dont les gestes précis, rapides et infiniment répétés tenaient d'une chorégraphie hypnotique. L'odeur ambiante était un mélange enivrant et agressif d'huile de coupe tiède, de solvants chimiques et de métal chauffé à blanc. Très vite, Bobigny s'imposa comme le véritable cœur d'acier de la France. Le ballet logistique qui s'y déroulait relevait de la prouesse. D'un côté, une noria de camions et de trains déversait quotidiennement des tonnes de bobines de tôle brutes, froides et tranchantes. De l'autre, après un voyage brutal à travers l'enfer mécanique et les bains d'émail rutilants, cette matière inerte ressortait sous la forme de milliers de coffrets immaculés, prêts à inonder les marchés européens. Mais derrière ce triomphe de la production de masse se cachait une tension insidieuse et permanente. Le déploiement d'une telle échelle logistique engendrait une pression psychologique et managériale écrasante. Bobigny était devenu un monstre d'une hypercomplexité effrayante. Le moindre grain de sable dans cet immense engrenage pouvait paralyser la ville entière. La chaîne était implacable. Si une presse de découpe subissait une avarie majeure au rez-de-chaussée, les ateliers de trempe se retrouvaient à sec en quelques heures, forçant l'arrêt immédiat des bains de peinture, ce qui paralysait à son tour les lignes d'emballage du dernier étage. Les directeurs de l'usine vivaient dans la terreur chronique de la rupture de cadence. Ce léviathan de briques dévorait des quantités astronomiques de matières premières et d'énergie. Il devait impérativement tourner à plein régime pour justifier ses coûts de fonctionnement colossaux. C'était une marche forcée sur une corde raide, un équilibre précaire où des milliers d'humains s'épuisaient pour maintenir le rythme d'une machine qui ne tolérait aucune faiblesse. Et pourtant, propulsée par cette frénésie mécanique et l'ingéniosité de ses ouvriers, l'usine s'apprêtait à basculer dans une ère d'une prospérité telle qu'elle aveuglerait bientôt ses propres créateurs. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France, exsangue mais libérée, se lance à corps perdu dans une frénésie de reconstruction. Le pays a désespérément besoin de rebâtir ses ponts, ses gares et ses villes. Dans ce climat de renaissance nationale, le jouet mécano prend une dimension symbolique inédite. Il n'est plus seulement un jeu d'adresse. Il devient le reflet miniature de l'ambition d'un pays tout entier. Les enfants qui assemblent des grues et des charpentes métalliques dans leurs chambres sont perçus comme les futurs bâtisseurs de la nation. Portée par la vague fulgurante de croissance économique des Trente Glorieuses, l'usine de Bobigny entre dans son âge d'or. La forteresse de briques rouges ne se contente plus de poinçonner des bandes de tôle perforées. Elle devient le théâtre d'une diversification spectaculaire. Si le système d'assemblage mécano reste le cœur spirituel de l'entreprise, les années 1950 consacrent le triomphe absolu de deux autres marques légendaires, fabriquées sous le même toit. Les trains électriques Hornby et surtout
les inoubliables véhicules miniatures Dinky Toys. Pour répondre à cette soif de modernité, Bobigny se métamorphose. Les ingénieurs introduisent massivement l'utilisation du zamac, un alliage de zinc, d'aluminium, de magnésium et de cuivre, idéal pour le moulage sous pression. Le rez-de-chaussée de l'usine ressemble désormais à une forge dantesque. D'immenses creusets chauffés à blanc fondent le métal en fusion, qui est ensuite injecté sous une pression terrifiante dans des moules d'acier d'une précision chirurgicale. En quelques secondes, le métal liquide se fige pour donner naissance à la carrosserie parfaite d'une Citroën DS, d'une Peugeot 403 ou d'un camion Berlier. Le rythme de production est étourdissant. Bobigny tourne jour et nuit, adoptant le système des 3-8. Des milliers d'ouvriers se relaient sans interruption. Après le moulage vient l'ébavurage, un travail minutieux souvent confié à des mains expertes pour lisser les arêtes métalliques. Ensuite, c'est le balai des cabines de peinture où les miniatures reçoivent leur robe d'émail éclatante avant de passer dans des fours de cuisson géants. Enfin, dans les étages supérieurs baignés de lumière, de longues rangées d'ouvrières, avec une dextérité fascinante, assemblent les pneus en caoutchouc sur les jantes minuscules, peignent à la main les phares argentés au bout d'un pinceau fin et glissent les petits bolides dans leurs emblématiques boîtes jaunes. Bobigny est alors au sommet de sa gloire industrielle. L'usine crache des millions de pièces par mois. Elle n'est plus seulement une unité de production. Elle est devenue un mastodonte économique, un symbole de la suprématie manufacturière française. Une ruche bourdonnante où le métal en fusion est transformé en or massif pour les actionnaires. Ce succès phénoménal dépasse largement les murs de l'usine pour s'infiltrer dans la culture populaire. Mécano n'est plus une simple marque, c'est une véritable institution, un rite de passage obligatoire pour des millions de garçons. Le Mécano Magazine, imprimé à des centaines de milliers d'exemplaires, trône sur les bureaux des écoliers, dictant les tendances, organisant des concours d'ingénierie miniature et publiant des plans d'une complexité ahurissante. Appartenir au club Mécano est une fierté. Chaque Noël, les vitrines des grands magasins parisiens, comme les Galeries Lafayette ou le Printemps, commandent à Bobigny des automates géants construits en pièces Mécano, attirant des foules immenses venues admirer ces cathédrales de métal en mouvement. Dans les bureaux de direction, situés au dernier étage de l'usine, avec vue plongeante sur ce royaume d'acier, l'atmosphère est à l'euphorie. Les carnets de commandes débordent, les bénéfices atteignent des sommets historiques et la marque jouit d'un monopole de fait sur le marché du jouet technique de haute qualité. Mais c'est précisément dans cette ère raréfiée des sommets que se distille le poison le plus mortel pour un empire industriel. La complaisance. Grisée par le fracas triomphant de ses propres presses et par la perfection de ses voitures en zamac, la direction de Bobigny, tout comme la maison mère en Angleterre, commence à s'isoler du monde extérieur. Une culture de l'arrogance s'installe insidieusement. Les dirigeants sont intimement convaincus que leur succès repose sur une formule immuable. Pour eux, le jouet est une affaire sérieuse qui exige des matériaux nobles. L'acier, le laiton, le zinc. Le poids physique d'une boîte mécano ou d'un véhicule Dinky Toys est considéré comme la preuve irréfutable de sa qualité et de sa durabilité. Ils développent une foi aveugle dans la supériorité de leur ingénierie lourde. L'acier est éternel, donc mécano est éternel, murmure-t-on dans les couloirs de la direction. Ils croient fermement que les enfants voudront toujours construire des ponts rivetés et manipuler des vis minuscules, exactement comme l'avaient fait leurs pères et leurs grands-pères. Enfermée dans cette certitude granitique, la direction devient sourde. Sourde aux premiers murmures de changement qui parcourent la société des années 1960. Sourde à l'évolution des rythmes de vie, à la recherche de satisfaction immédiate par une nouvelle génération de consommateurs. Surtout, ils considèrent avec un mépris non dissimulé tout ce qui ne s'inscrit pas dans leur tradition métallurgique. Ils ne voient pas que leur magnifique forteresse de briques est en train de devenir une prison dorée d'une rigidité fatale. Alors que Bobigny célèbre ses records de production dans un vacarme d'acier triomphant, une révolution silencieuse, légère et colorée est déjà en marche. Elle ne vient pas des forges ou des hauts-de-fourneaux, mais des laboratoires de chimie. Une menace sans odeur, sans poids, que les maîtres du métal ont eu le tort de sous-estimer.
Pendant que les monumentales presses de Bobigny faisaient trembler la terre francilienne sous le poids de l'acier et du zamac, imposant leur suprématie dans un vacarme assourdissant, une menace silencieuse prenait forme à plus d'un millier de kilomètres au nord. Loin des hauts fourneaux et des odeurs d'huile de coupe, dans la modeste bourgade de Billund, au cœur de la péninsule du Jutland au Danemark, un modeste charpentier nommé Ole Kirk Christiansen avait fondé une petite entreprise de jouets en bois. Mais à la fin des années 1940, fasciné par une nouvelle technologie, il acheta une machine à injection plastique. En 1958, cette entreprise, Lego, breveta un système de briques à emboîtement automatique en plastique ABS. C'était l'antithèse absolue de Bobigny. C'était la naissance d'une guerre invisible, le choc entre la lourdeur du métal et l'insolente légèreté du plastique. Le contraste matériel était total, mais c'était avant tout un affrontement philosophique. Depuis ses origines, Mécano exigeait de l'enfant une discipline quasi militaire. Il fallait de la patience, une précision oculaire impeccable et la maîtrise d'outils véritables. C'était un apprentissage rigoureux, parfois même punitif. Une vis égarée dans les mailles d'un tapis, un écrou en laiton mal serré, et c'était toute la structure du pont suspendu qui s'effondrait. Le métal était froid sous les doigts, tranchant s'il était mal ébavuré et résolument industriel. La brique en plastique, en revanche, offrait la magie de la gratification instantanée. Elle se déclinait dans des couleurs primaires éclatantes et brillantes. Du rouge cerise, du jaune soleil, du bleu océan, qui capturait immédiatement l'œil de l'enfant. L'assemblage ne nécessitait aucun outillage. Tout se faisait à main nue, par une simple pression physique, récompensée par un clic sonore et satisfaisant, preuve que la connexion était solidement établie. Plus besoin de clés plates ni de tournevis. Surtout, le plastique était d'une sécurité absolue. Il ne rouillait jamais, ne coupait pas les petites mains et ouvrait soudainement les portes de la construction à des enfants beaucoup plus jeunes, dès l'âge de 3 ou 4 ans. Sans s'en rendre compte, la brique danoise venait d'élargir le marché mondial du jouet de manière exponentielle, rendant obsolète la barrière à l'entrée que constituait l'exigence technique de Mécano. Face à cette invasion colorée qui commençait à s'infiltrer dans les foyers européens, quelle fut la réaction dans les bureaux de direction feutrés de Bobigny, ainsi qu'au siège historique de Liverpool? Le dédain le plus total. Pour les ingénieurs en blouse grise de Mécano, nourris au culte de l'acier et au prestige de la véritable mécanique rationnelle, ces brigles scandinaves n'étaient là qu'une grossière hérésie. C'était un sous-produit, une mode éphémère et vulgaire, tout juste bonne pour les cours de récréation des écoles maternelles. Le plastique, c'est pour les hochets de bébés, affirmait-on avec une arrogance déconcertante dans les salles de réunion. Les dirigeants se considéraient investis d'une mission éducative supérieure. Ils formaient l'élite technique de demain, les futurs ingénieurs de la nation, et non de simples empileurs de cubes colorés. Cet aveuglement institutionnel tragique était le fruit empoisonné de décennies de monopole ininterrompu. Ils étaient si intimement convaincus que la noblesse matérielle de leurs produits, le fer, le laiton, le zamac, les rendait invulnérables au passage du temps. Comment un empire forgé dans le feu, la sueur et la tôle ondulée, pourrait-il trembler devant quelques morceaux de résine polymère injectés? Pourtant, les vitrines des grands magasins parisiens livraient un verdict sans appel. À l'approche des fêtes de Noël, au début des années 1960, l'espace en rayon historiquement dévolu aux massives boîtes vertes et rouges de Mécano commençait imperceptiblement, mais inexorablement, à se réduire. Il était grignoté, année après année, par l'expansion agressive des boîtes Lego. Les parents de l'époque, séduits par l'aspect hygiénique du plastique, la sécurité du jeu et la propreté des chambres, fini les minuscules écrous aspirés accidentellement, votaient massivement avec leur portefeuille. De plus, le plastique coûtait infiniment moins cher à extraire, à mouler, à transporter et à stocker. Les marges bénéficiaires de la firme danoise s'envolaient vers les sommets. En parallèle, les coûts d'exploitation de la forteresse de Bobigny, véritable gouffre énergétique nécessitant des centaines de tonnes de charbon et d'électricité pour fondre ses alliages et chauffer ses immenses nefs vitrées, devenaient de plus en plus asphyxiants.
La machine commençait à caler. La demande pour les jouets en métal lourd stagnait, puis déclinait doucement au profit de la légèreté. Mais au lieu de remettre en question leurs dogmes sacrés, au lieu d'embrasser l'évolution sociétale ou d'adapter leur philosophie, les maîtres de mécano choisirent d'abord la voie de l'entêtement. Incapables d'innover sur le produit lui-même, ils décidèrent de sauver leur marge en attaquant le problème par le bas. La réduction brutale des coûts de production. Et dans ce calcul comptable glacial, l'usine de Bobigny, avec sa main-d'œuvre francilienne exigeante, syndiquée et hautement qualifiée, devenait soudainement la cible à abattre. Face au déclin naissant de la suprématie du métal et à l'explosion suffocante des coûts d'exploitation en région parisienne, la direction de Mécano cherchait désespérément une échappatoire. L'inflation des Trente Glorieuses rendait le maintien d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et fortement syndiquée à Bobigny de plus en plus lourd pour les finances de l'entreprise. Au lieu de réinventer le jouet pour affronter la déferlante du plastique, les instances dirigeantes, tant à Paris qu'à Liverpool, choisirent une stratégie d'évitement. Délocaliser le problème pour sauvegarder les marges. À la fin des années 1950, le gouvernement français menait une politique active de décentralisation industrielle, offrant de généreuses subventions pour inciter les grandes usines à quitter l'étouffante agglomération parisienne. Pour les comptables de Mécano, l'opportunité était trop belle pour être ignorée. Leurs regards se tournèrent vers l'extrême nord du pays, vers les rives froides et balayées par les vents du Pas-de-Calais. La ville portuaire de Calais offrait une équation financière irrésistible. Elle disposait d'un bassin d'emploi abondant, frappé par le déclin de l'industrie dentellière, et prêt à accepter des salaires nettement inférieurs à ceux des ouvriers métallurgistes de la banlieue rouge. De plus, sa position géographique était un atout stratégique majeur. Le port de Calais offrait un lien direct, rapide et peu coûteux à travers la Manche vers l'usine mère britannique. La décision fut prise avec la froideur d'un coup près. En 1959, une toute nouvelle usine Mécano sortit de terre à Calais. Officiellement, lors des cérémonies d'inauguration, on fit couler le champagne en vantant une expansion triomphale, une preuve irréfutable de la croissance continue de l'Empire. Les discours officiels parlaient de synergie et d'un avenir radieux où deux cœurs battraient à l'unisson pour la marque. Mais sur le carrelage maculé de graisse de la forteresse de Bobigny, l'ambiance tenait davantage de la veillée funèbre que de la célébration. Les ouvriers parisiens, forts d'une conscience de classe aiguisée et fiers d'avoir bâti le prestige de l'entreprise à la force de leurs poignets, décryptèrent immédiatement le sous-texte tragique de cette manœuvre. Ils comprenaient qu'il ne s'agissait pas d'une expansion, mais d'un démembrement calculé. Le Léviathan de briques rouges commençait à être cannibalisé de l'intérieur. Très vite, l'angoisse céda la place à une réalité physique et brutale. Des ordres de transfert tombèrent des bureaux vitrés de la direction. Dans un vacarme métallique qui résonnait comme une trahison, d'énormes presses de découpe furent déracinées de leur socle de béton. Boulon par boulon, ces colosses d'acier qui rythmaient la vie de milliers de familles franciliennes furent démontés, hissés sur des camions remorques et expédiés vers le nord. Des lignes de production entières, autrefois considérées comme le patrimoine inaliénable de Bobigny, prirent le chemin de Calais. Pour les maîtres outilleurs, ces artisans du dixième de millimètre qui murmuraient à l'oreille des machines, voir partir leur équipement, était un déchirement intime. Les espaces vides laissés par les presses disparues ressemblaient à des plaies béantes dans la nef de l'usine. Un silence nouveau, anormal et sinistre, commença à s'installer dans certaines ailes du bâtiment. Cette scission provoqua une fracture psychologique irréversible. L'âme de Mécano, jusqu'alors monolithique et indissociable de la culture ouvrière de Bobigny, venait d'être scindée. La forteresse perdait son statut sacré de centre névralgique absolu. Les employés se sentaient sacrifiés sur l'autel de la rentabilité, réduits à de simples variables d'ajustement. La loyauté aveugle envers la grande famille Mécano, qui avait permis de surmonter tant de crises, s'effondrait pour laisser place à une méfiance amère et à la peur viscérale du licenciement. L'ironie cruelle de cet exode fut qu'il s'avéra tragiquement stérile. Calais pouvait certes emboutir de la tôle et injecter du zamac à moindre coût, mais ces usines produisaient toujours des jouets appartenant à une époque qui s'effaçait. La fuite vers le nord n'avait résolu aucune des failles stratégiques de l'entreprise face au marché.
Elle n'avait fait qu'acheter un peu de temps au prix de l'unité et du moral de ses troupes. En divisant ses forces, Mécano s'était rendu vulnérable. L'Empire était désormais écartelé, fragilisé de l'intérieur, juste au moment où les tempêtes financières mondiales commençaient à s'amonceler à l'horizon. Et dans l'ombre, les véritables prédateurs capitalistes, indifférents à la poésie des jouets en métal, affilaient déjà leurs griffes. Dans la seconde moitié des années 1960, l'illusion d'invulnérabilité qui planait sur l'Empire Mécano commença à se fissurer de toutes parts. La concurrence acharnée du plastique et les coûts faramineux d'infrastructures vieillissantes avaient eu raison des marges de l'entreprise. Mais la véritable agonie de Bobigny ne commença pas sur les lignes d'assemblage sous les assauts de la concurrence. Elle fut orchestrée loin du fracas des presses, dans le silence feutré et climatisé des conseils d'administration londoniens. En 1964, la maison mère britannique, Mécano Limited, asphyxiée par ses propres dettes et incapable de moderniser son outil de production de manière organique, capitula. Elle fut rachetée par le géant du jouet, Lines Brothers, célèbre pour sa marque concurrente Triangle. Ce changement de propriétaire marqua une rupture tectonique, un véritable cataclysme dans l'histoire et l'âme de la marque. Jusqu'alors, Mécano avait toujours été dirigé, d'une manière ou d'une autre, par des hommes qui croyaient viscéralement en la philosophie de l'ingénierie, en l'importance de l'apprentissage par la mécanique. Avec l'arrivée de Lines Brothers, le pouvoir changea radicalement de main. Il passa des ingénieurs aux experts comptables. Pour ces nouveaux maîtres siégeant à la City de Londres, le jouet n'avait plus rien de poétique ni d'éducatif. Il n'était qu'une ligne sur un bilan consolidé, un actif qu'il fallait presser pour en extraire le maximum de dividendes. Lorsqu'ils se penchèrent sur les livres de compte de la filiale française, le diagnostic financier fut sans appel. La forteresse de Bobigny clignotait d'un rouge alarmant. Avec ses milliers de salariés franciliens bénéficiant de conventions collectives fortes, ses fours voraces en énergie, ses structures en briques gourmandes en chauffage et son maintien d'un savoir-faire artisanal coûteux au sein même d'une chaîne industrielle, l'usine était perçue non plus comme un joyau, mais comme une hérésie comptable. C'était un monstre hérité d'une époque révolue, un dinosaure lourd qui menaçait la rentabilité du groupe. L'atmosphère à Bobigny devint rapidement irrespirable. La nouvelle direction imposa des méthodes de gestion d'une froideur clinique. Les budgets de maintenance furent drastiquement amputés. Les presses à emboutir et les machines d'injection de Zamac, qui tournaient à plein régime depuis des décennies, commençaient à montrer des signes de fatigue. Mais au lieu de les remplacer, on exigeait des ouvriers qu'ils les fassent tenir avec des réparations de fortune. La poussière s'accumulait sur les immenses verrières, assombrissant les ateliers. L'odeur familière d'huile tiède se mêlait désormais à celle de la résignation. Une fracture béante, de nature presque ontologique, s'ouvrit entre les cols blancs britanniques, qui ne juraient que par la réduction des coûts, et les blouses bleues françaises de Bobigny, qui portaient encore, malgré tout, l'amour du bel ouvrage et la fierté d'être les artisans du métal. Cette tension sourde et destructrice finit par exploser avec la brutalité d'un coup de poignard en 1969. Cette année-là, le couperet tomba, froid et définitif. La direction du groupe Lines Brothers, dans une quête désespérée de rationalisation, ordonna le transfert intégral de la production des légendaires boîtes de construction Mécano vers la nouvelle usine de Calais. Pour les travailleurs de Bobigny, ce n'était pas une simple restructuration industrielle. C'était une amputation à vif. L'usine avait été construite expressément pour forger ces petites pièces perforées. C'était son identité, sa raison d'être originelle. Dépouillée de son produit éponyme, la colossale cathédrale de briques rouges se voyait rétrogradée au rang de simple fonderie, reléguée à la fabrication exclusive des véhicules miniatures Dinky Toys. L'immense enseigne Mécano, qui trônait au sommet du bâtiment, semblait désormais résonner comme une insulte cruelle, le nom d'un fantôme. Le choc psychologique fut dévastateur et l'humiliation totale. Lorsque les équipes de logistique arrivèrent dans la cour pour arracher les outillages historiques de la marque, celles-là même qui avaient estampillé les rêves de plusieurs générations, la colère ouvrière déborda. Portés par le souffle encore chaud des événements de mai 68, les ouvriers de Bobigny se soulevèrent. Les grèves éclatèrent, dures, amères et viscérales. Les immenses grilles en fer forgé furent cadenassées de l'intérieur par les travailleurs.
Des piquets de grève furent dressés. Dans la cour glaciale de l'usine, on alluma des braseros rudimentaires dans des fûts métalliques. Autour des flammes crépitantes, des hommes et des femmes au visage noirci par la suie et tirés par la fatigue criaient leur désespoir et leur sentiment de trahison. C'était un affrontement tragique entre deux mondes irréconciliables. D'un côté, la logique implacable du capitalisme transnational, volatile et sans patrie, prêt à rayer d'un trait de plume des décennies de savoir-faire humain pour sauver un exercice fiscal. De l'autre, la chair et le sang d'une classe ouvrière profondément enracinée dans la culture métallurgique, qui voyait non seulement son gagne-pain menacé, mais surtout son honneur professionnel jeté à la ferraille. Les maîtres outilleurs pleuraient de rage en voyant leur matrice partir vers le nord. Mais les cris de Bobigny se heurtèrent à un mur de silence. Isolés dans leur bureau londonien, les dirigeants de Line Brothers restèrent sourds aux revendications, s'accrochant à leur plan de sauvetage. La grève, bien que féroce, ne parvint pas à inverser la marche inéluctable de la finance. Les camions chargés de lames de mécano franchirent les grilles sous les huées, laissant derrière eux une coquille vide. En se vidant de sa substance première, Bobigny devenait l'ombre d'elle-même. Les ateliers du rez-de-chaussée, autrefois vibrants de la clameur de la tôle découpée, résonnaient désormais d'un vide spectral par endroits. La grande machine était grippée, malade jusqu'à la moelle, maintenue sous perfusion par les seules ventes de Dinky Toys. Mais le sort s'acharnait. Les maîtres financiers eux-mêmes s'apprêtaient à sombrer, entraînant Bobigny dans leur chute finale. Au début des années 1970, l'usine de Bobigny n'était plus qu'un colosse aux pieds d'argile, un survivant mutilé par la perte de son produit fondateur. La production résiduelle des véhicules Dinky Toys parvenait tout juste à maintenir un semblant de vie dans les immenses nefs de briques, mais l'âme n'y était plus. Les ouvriers marchèrent dans les couloirs avec la résignation de condamnés en sursis, et leur crainte était intimement fondée. La tempête financière qui s'était abattue sur eux n'avait pas encore livré son assaut final. En 1971, un séisme d'une magnitude fatale secoua l'empire vacillant. Le conglomérat Lines Brothers, ce même titan de la finance londonienne qui avait froidement orchestré le démantèlement et le transfert de Mécano vers Calais pour sauver son propre bilan, s'effondra sous le poids d'une dette colossale. La banqueroute fut prononcée. Les restes de l'empire de Bobigny, ballottés par les vents contraires de l'économie mondiale, furent jetés en pâture sur le marché des fusions-acquisitions. C'est un nouveau prédateur, le groupe britannique Airfix, qui rafla la mise. L'ironie de ce rachat était d'une cruauté absolue pour les artisans métallurgistes de la banlieue parisienne. Airfix n'avait aucune culture de la forge ou de la tôle. C'était le roi incontesté de la maquette en plastique injecté. Pour cette nouvelle direction, dont la fortune reposait sur le polystyrène léger et peu coûteux, la culture de l'acier embouti et du zamac de Bobigny représentait une anomalie historique, un vestige romantique, mais totalement inefficace. Lorsque les auditeurs d'Airfix traversèrent la Manche pour inspecter leur nouvelle acquisition, ils ne virent ni le patrimoine industriel, ni le génie technique des outilleurs. Leurs yeux ne s'attardèrent pas sur la beauté des verrières industrielles. Ils virent un gouffre énergétique. Ils virent une main-d'œuvre francilienne fortement syndiquée, vieillissante et jugée trop chère. Ils virent surtout un labyrinthe archaïque de briques rouges assis sur un terrain de banlieue dont la valeur immobilière, avec l'expansion de Paris, ne cessait de grimper. Plutôt que d'investir pour moderniser l'outil de production lourd et redonner ses lettres de noblesse à la marque, Airfix tenta une expérience de la dernière chance, une hybridation contre nature pour satisfaire les actionnaires. L'ordre fut donné de plastifier les lignes de production. Du jour au lendemain, pour réduire les coûts de matières premières, les célèbres châssis en zamac des Dinky Toys, si lourds et si caractéristiques de la qualité française, furent remplacés par de minces plaques de plastique noir bon marché. Les détails autrefois peints à la main furent supprimés au profit de moulures génériques. Pire encore, on tenta de lancer une gamme de jouets mécano, intégrant massivement des pièces en plastique, espérant rattraper maladroitement l'insolent succès de Lego. Ce fut un désastre stratégique monumental. L'exécution de ces produits chétifs trahissait l'ADN même de l'entreprise. Les fidèles de la marque,
Les enfants comme les collectionneurs, habitués à la noblesse du métal et au poids rassurant de l'objet dans le creux de la main, rejetèrent violemment ces ersatz sans âme. Les boîtes s'empilèrent tristement dans les réserves des grands magasins. Le plastique imposé par Airfix n'avait ni la rigueur mécanique de l'acier originel, ni la magie ludique des briques danoises. C'était un produit hybride mort-né, conçu par des tableurs Excel et non par des ingénieurs passionnés. À l'intérieur de l'usine de Bobigny, l'atmosphère s'était alourdie d'une angoisse palpable. Les ouvriers n'avaient pas besoin d'avoir accès aux livres de comptes pour comprendre que la fin approchait à grands pas. Les signes d'une mort imminente étaient à partout. Les livraisons de matières premières s'espaçaient, laissant d'immenses zones de stockage dramatiquement vides. Les commandes pour réparer les toitures fuyantes étaient systématiquement refusées par Londres. Parfois, une presse tombait en panne et on ne la réparait plus. On la recouvrait simplement d'une bâche poussiéreuse, transformant des rangées entières d'ateliers en un cimetière de machines silencieuses. Les regards fuyants de la direction locale, réduite au rôle d'exécutants impuissants, confirmèrent les pires craintes de la classe ouvrière. Pendant ce temps, à Londres, les calculatrices rendirent leur verdict final. Les rapports financiers qui s'empilaient sur les bureaux en acajou de la direction d'Airfix dressaient un constat sans appel. Maintenir sous perfusion le dinosaure francilien engloutissait les profits du groupe entier. La logique mathématique du capitalisme moderne ne tolérait ni la nostalgie ni les monuments historiques. La décision ne fut pas prise dans la fureur du métal ou les cris de la rue, mais dans le silence stérile et climatisé d'une salle de conseil d'administration. Il n'y eut pas de débat passionné sur l'héritage de l'ingénierie. Il n'y eut qu'une équation résolue, froide et tranchante comme la lame d'une guillotine. La sentence de mort de la forteresse de Bobigny venait d'être signée par les nouveaux maîtres. L'ordre de fermeture définitive fut expédié. Pour les hommes et les femmes qui franchissaient encore machinalement les immenses grilles en fer forgé, la pendule venait de s'arrêter. Les rouages colossaux étaient sur le point de se figer pour l'éternité, et le compte à rebours vers le silence absolu venait de commencer. Le matin de la fermeture définitive se leva sur la banlieue de Bobigny avec une lourdeur cadavérique. Sous un ciel d'un gris de plomb, l'air était chargé d'une humidité mordante qui semblait s'infiltrer jusqu'aux os. Devant les monumentales grilles en fer forgé de l'usine Mécano, il n'y avait pas la bousculade habituelle, ni les rires tonitruants, ni les échanges de plaisanteries en argot parisien qui rythmaient d'ordinaire les prises de service. Ce jour-là, les milliers d'hommes et de femmes franchirent les portiques dans un silence de cathédrale. Leurs pas résonnaient lourdement sur les pavés humides de la cour intérieure. Chacun marchait la tête basse, les épaules voûtées sous le poids d'un deuil qui ne disait pas son nom. C'était la marche funèbre d'une classe ouvrière qui s'apprêtait à enterrer son propre outil de travail. À 7 heures précises, la grande sirène d'embauche retentit. Pendant des décennies, ce hurlement rauque avait été le signal de ralliement, le cri de guerre qui réveillait la forteresse et lançait l'assaut quotidien sur le métal. Mais en cette matinée funeste, la note hurlante semblait s'étirer douloureusement dans l'air froid, ressemblant à s'y méprendre à un râle d'agonie. Les ouvriers prirent leur poste machinalement. L'ordre du jour n'était plus de produire, d'assembler ou de peindre. La direction avait assigné une ultime tâche, la plus cruelle de toutes: nettoyer, vidanger et préparer les machines pour leur démantèlement imminent. Il fallait tuer la bête de ses propres mains. Pour la toute dernière fois, les interrupteurs principaux de l'atelier d'emboutissage furent enclenchés. Les moteurs électriques colossaux crachèrent en s'éveillant et une vibration familière parcourut le sol en béton massif, remontant le long des jambes des ouvriers jusqu'à leur poitrine. Les énormes presses à tôle, ces monstres de fonte noire d'une puissance terrifiante, s'ébranlèrent. Le fracas apocalyptique du métal frappant le métal emplit à nouveau la nef principale. Mais ce n'était plus le vacarme triomphant de la création. C'était un baroud d'honneur, un bruit mécanique absurde tournant à vide, juste pour purger les fluides et tester les sécurités avant la mise à mort. Les conducteurs de presse, des hommes aux mains calleuses et aux visages burinés par des années de labeur, posaient leurs paumes nues sur les flancs vibrants des machines. Il y avait une intimité poignante, presque charnelle, entre ces artisans et l'acier qu'ils domptaient quotidiennement. Ils connaissaient chaque caprice de ces engins,
chaque grincement anormal, chaque odeur de surchauffe. Puis là, vers le milieu de la matinée, le signal fut donné. Un contremaître, les yeux rougis et la voix brisée, passa dans les allées, levant simplement la main pour signifier l'arrêt. Un par un, les ouvriers actionnèrent les lourds leviers de coupe-circuit. Les disjoncteurs claquèrent avec une sécheresse brutale, crachant de petites étincelles bleutées. L'alimentation électrique fut sectionnée. Les immenses volants d'inertie des presses, lancés à pleine vitesse, ne s'arrêtèrent pas immédiatement. Privés d'énergie, ils continuèrent de tourner sur leur élan, ralentissant progressivement dans un gémissement métallique de plus en plus grave. Le rythme frénétique se mua en un battement lent, lourd, espacé. Clac, clac, clac. Puis le dernier coup tomba. Le volant s'immobilisa totalement. En quelques minutes, ce processus de mise à mort se propagea d'atelier en atelier, balayant la fonderie de Zamac, les cabines de peinture et les lignes d'assemblage du dernier étage. Le silence qui s'abattit alors sur la forteresse de Bobigny fut foudroyant. Ce n'était pas un silence paisible. C'était un vide acoustique terrifiant, lourd et oppressant, qui écrasait les tympans. Le grand cœur de la France industrielle venait de cesser de battre, et le choc de cette mort soudaine laissa les milliers d'âmes présentes figées sur place. Avec l'arrêt des moteurs, l'usine commença immédiatement à refroidir. Les immenses fours de cuisson des peintures, autrefois source d'une chaleur étouffante, s'éteignirent. Dans le silence absolu de la vaste nef, on n'entendait plus que le cliquetis spectral du métal qui se rétractait sous l'effet du froid naissant, et le goutte à goutte monotone de l'huile de coupe résiduelle qui tombait dans les bacs de rétention. L'odeur ambiante, ce parfum unique et capiteux de graisse chaude, de solvant et de ferraille, semblait soudain se figer, perdant sa vivacité pour devenir l'odeur rance d'une crypte. Commença alors le rituel du nettoyage. Les ouvriers s'emparèrent de chiffons imbibés de white spirit. Avec une lenteur appliquée, presque religieuse, ils frottèrent les carters, essuyèrent les plateaux de découpe et polirent les jauges cuivrées de leurs machines désormais mortes. Ils nettoyaient ces monstres d'acier comme on lave le corps d'un défunt avant sa mise en bière. Des larmes silencieuses traçaient des sillons clairs sur des visages maculés de suie. Les femmes des ateliers de peinture, dont les doigts portaient encore les stigmates colorés des dinky toys, rangeaient méticuleusement leurs pinceaux fins dans des boîtes en fer blanc, sachant pertinemment qu'elles ne les rouvriraient plus jamais. Il y avait dans ces gestes de rangement une noblesse désespérée, la volonté de laisser l'outil de travail impeccable, par respect pour le métier, même face à l'indignité de la situation. En début d'après-midi, les contremaîtres donnèrent l'ordre de rejoindre les vestiaires. Dans les longues pièces étroites bordées de casiers métalliques gris, l'atmosphère était étouffante. Le son métallique des portes de casier qui claquaient résonnait comme des coups de fusil. Les ouvriers retirèrent leurs bleus de travail, ces cottes usées jusqu'à la trame, imprégnées de la sueur et de la graisse de Bobigny. Ils enfilèrent leurs vêtements civils, redevenant soudainement des anonymes, dépouillés de leur statut de bâtisseurs. Dans le fond des casiers, on récupérait des reliques dérisoires, une vieille photographie de famille écornée, un calendrier des postes, une clé à molette personnelle usée par les années, ou, cachée au fond d'une poche, une minuscule pièce de tôle perforée, sauvée du rebut, gardée comme un talisman. Puis vint l'heure de l'exode. Par groupes compacts de dizaines, puis de centaines d'individus, les travailleurs descendirent les grands escaliers de béton pour la dernière fois. Traversant le hall principal, beaucoup levèrent une ultime fois les yeux vers les immenses verrières géométriques. La lumière grise de la fin du jour filtrait à travers les vitres poussiéreuses, baignant les presses immobiles d'une lueur crépusculaire et fantomatique. C'était la fin d'un monde. Arrivé au poste de pointage, il n'y eut pas de carte à poinçonner. Les horloges pointeuses, symboles du temps industriel implacable, avaient été débranchées. Les hommes et les femmes franchirent la loge du gardien en silence, rendant leur badge d'identification, ces petits morceaux de plastique qui attestèrent de leur appartenance à l'Empire mécano. Certains s'étreignirent longuement, les visages enfouis dans les cols des manteaux pour cacher leurs sanglots. Des générations entières d'une même famille avaient travaillé ici, le grand-père à l'outillage, le père à l'emboutissage, la fille au conditionnement. En passant ces grilles, ce n'était pas seulement un emploi qu'ils perdaient,
C'était leur histoire familiale, leur tissu social, leur fierté identitaire qui volait en éclats. Une fois le dernier ouvrier sorti, le chef de la sécurité, un homme grisonnant qui avait passé 30 ans dans l'usine, s'avança vers le grand portail de la cour principale. D'un geste lourd, il tira les immenses vantaux de fer forgé. Les gonds rouillés grincèrent sinistrement. Un cri métallique qui déchira l'air glacé de la banlieue parisienne. Il fit passer une lourde chaîne d'acier à travers les barreaux, puis inséra un énorme cadenas en laiton. Le claque sec de l'anse qui se verrouilla résonna avec une finalité absolue. Les ouvriers, massés sur les trottoirs de Bobigny, restèrent un long moment immobiles, regardant cette forteresse de briques rouges qui les avait nourris, épuisés et façonnés. Puis lentement, la foule se dispersa dans la grisaille urbaine, laissant derrière elle une cathédrale silencieuse dont les entrailles mécaniques étaient désormais vouées aux ténèbres et à la rouille. Les années qui ont immédiatement suivi la fermeture des grilles ne furent qu'un long et douloureux processus de décomposition. Alors que la décennie 1970 s'achevait pour laisser place aux années 1980, la ville de Bobigny continuait sa mutation urbaine effrénée. De vastes ensembles de logements et de nouvelles infrastructures routières poussaient sans relâche dans cette banlieue en pleine explosion démographique. Au milieu de ce paysage de béton frais et de modernité pressée, l'ancienne usine Mécano se dressait comme une anomalie temporelle, un gigantesque cadavre échoué sur les rives du progrès. Ce n'était plus la fière forteresse qui dictait le pouls économique de la région. C'était un vaisseau fantôme de briques rouges dont le naufrage semblait s'étirer à l'infini. La nature, avec une patience redoutable, commença son travail de reconquête. Les herbes folles et les ronces s'infiltrèrent à travers les pavés de la cour principale, fracturant le sol en ciment, autrefois maculé d'huile de coupe. La rouille, ce cancer inéluctable du fer que les ouvriers de Mécano avaient combattu toute leur vie avec des bains d'émail protecteurs, dévorait désormais sans aucune entrave les monumentales grilles d'entrée. Au sommet du bâtiment principal, les immenses lettres métalliques de l'enseigne Mécano commencèrent à se détacher sous l'assaut des vents d'hiver, tombant une à une dans un fracas sinistre sur les toitures inférieures. Le bâtiment perdait son identité lettre par lettre, comme s'il oubliait peu à peu son propre nom. À l'intérieur, le spectacle tenait de la profanation. Les gigantesques verrières géométriques, jadis la fierté architecturale de l'édifice qui inondait les ateliers de lumière, furent progressivement brisées par les intempéries, les années et le vandalisme. À travers ces plaies de verre béantes, la pluie s'infiltrait librement, créant de sombres flaques d'eau stagnantes sur les sols industriels. L'hiver, l'air glacial s'engouffrait dans les nefs vides, en ululant lugubrement, remplaçant la mélodie frénétique des presses par le chant plaintif des courants d'air. Le vide acoustique qui avait frappé les ouvriers le jour de la fermeture s'était transformé en une caisse de résonance fantomatique, où le moindre bruit d'une tôle arrachée par le vent semblait être l'écho lointain et tordu d'une machine disparue. C'est dans les étages supérieurs, là où se trouvaient autrefois les bureaux d'études et de dessin technique, que la tragédie de l'abandon se faisait la plus poignante. Sur le linoléum gondolé par l'humidité, jonchaient des milliers de documents d'archives, laissés sur place dans la précipitation de la liquidation. Des plans bleus cyanotypes complexes, dessinés à l'encre de Chine par des ingénieurs méticuleux, étaient éparpillés au milieu des gravats. Ici, le croquis coté au dixième de millimètre de la portière d'une Peugeot 404 Dinky Toys. Là, le manuel d'assemblage complexe d'une grue portuaire Mécano. Ces papiers, couverts d'une épaisse couche de poussière grise, étaient les testaments d'un génie créatif révolu, abandonné aux rongeurs. Il y avait une ironie suprême, d'une cruauté presque poétique, à contempler ce désastre matériel. Ces mêmes murs avaient abrité un système éducatif à part entière, une école pratique de la rigueur, où la matière brute était transformée en outil pour apprendre à la jeunesse comment construire le monde. Mécano avait enseigné à des millions d'enfants les principes de la résistance des matériaux, de l'assemblage logique et de la pérennité structurelle. Et pourtant, le sanctuaire même de cette grande philosophie n'était plus qu'un amas de briques en voie de désintégration rapide, incapable de résister à la force de destruction la plus élémentaire. Le passage du temps,
et l'indifférence des hommes. En dehors de l'enceinte de l'usine, l'onde de choc de la fermeture avait laissé des cicatrices invisibles mais profondes dans le tissu social de Bobigny. Autour de la friche industrielle grandissante, les petits bistrots de quartier et les brasseries ouvrières, qui vivaient autrefois au rythme des changements d'équipe de l'usine, avaient à péricliter un à un. Les rideaux de fer rouillés et baissés de ces commerces fantômes répondaient en écho à la grille cadenassée de mécanos. Le matin à 7 heures, les rues adjacentes, autrefois noires de monde, de vélos et de mobylettes, restaient dramatiquement désertes. Le vide physique de la grande usine s'accompagnait d'un vide humain persistant au cœur de la ville, une perte de repères pour une communauté ouvrière qui s'était soudainement retrouvée orpheline de son pilier tutélaire. Au fil de la décennie suivante, le regard porté sur la gigantesque carcasse changea. Pour les anciens travailleurs, c'était un mausolée douloureux, une cicatrice à ciel ouvert qu'ils évitaient de regarder en baissant les yeux lorsqu'ils passaient à proximité. Mais pour les urbanistes et les promoteurs immobiliers qui dessinaient le nouveau visage de la métropole parisienne, ce n'était plus qu'une dent creuse, une friche encombrante, hideuse et lourdement polluée. Le sol, gorgé d'huiles industrielles, de solvants chimiques et de métaux lourds pendant près d'un demi-siècle, nécessitait une dépollution massive. À cette époque, le patrimoine industriel, avec son esthétique brute, n'était pas encore protégé ni célébré. Il n'y avait aucun projet romantique de réhabilitation pour transformer l'ancienne gloire mécanique en espace culturel. L'arrêt de mort physique de l'édifice n'était plus qu'une question de temps, guidé par la pression foncière inévitable de la région parisienne. Sous les lueurs rasantes des couchers de soleil hivernaux, qui enflammaient une dernière fois les briques ternies, le colosse semblait attendre le coup de grâce. L'histoire industrielle allait inéluctablement être balayée par les mâchoires hydrauliques des pelles mécaniques, effaçant de la carte le lieu exact où des millions de rêves d'acier avaient pris forme, ne laissant la place qu'au néant avant la reconstruction d'un monde nouveau. La destruction physique de l'usine Mécano de Bobigny, au tournant des années 1980, a effacé le béton et l'acier de la carte géographique, mais elle n'a jamais pu gommer l'empreinte laissée par ce colosse sur l'histoire industrielle de la France. L'effondrement de cet empire n'est pas simplement la chronique d'une faillite d'entreprise, c'est un testament brutal sur l'arrogance du succès et les impitoyables lois de l'évolution technologique. Bobigny est tombée parce qu'elle a cru à sa propre immortalité. Ses dirigeants, pétrifiés dans le dogme de la noble mécanique et grisés par les triomphes des Trente Glorieuses, ont refusé de voir que le monde changeait de rythme. Ils ont méprisé l'innovation, symbolisée par ce plastique si léger, si modulable, si coloré, la jugeant indigne de leur héritage, jusqu'à ce que ce même plastique ne les étouffe financièrement. C'est la tragédie classique des géants qui, assis sur leur trône, confondent l'inertie de leur masse avec une invulnérabilité éternelle. Bobigny nous rappelle, mais avec une froide lucidité, qu'aucun monopole, aucune histoire glorieuse, aucune cathédrale de briques ne peut survivre à l'incapacité de s'adapter aux désirs d'une nouvelle génération. Mais l'héritage de Bobigny ne se résume pas à un avertissement glacial pour les écoles de commerce. Son véritable héritage est infiniment plus humain et émotionnel. Aujourd'hui, il ne reste plus rien des immenses presses, ni de l'odeur entêtante de l'huile chaude dans la banlieue rouge. Et pourtant, la magie opère toujours, ailleurs. Dans le silence feutré de milliers de salons à travers l'Europe et le monde, sur des étagères soigneusement dépoussiérées, le fruit du labeur de Bobigny survit. Des collectionneurs aux tempes grisonnantes manipulent avec une tendresse infinie ces petites voitures Dinky Toys aux peintures écaillées, ou serrent avec précaution un écrou en laiton sur une bande de métal vert pomme. Dans ces gestes méticuleux réside la victoire posthume des ouvriers franciliens. Les tournevis ont peut-être cessé de visser dans les ateliers depuis longtemps, mais l'âme de leur travail, elle, n'a jamais rouillé. Ils n'ont pas seulement fabriqué des jouets, ils ont forgé les rêves d'ingénieurs, les vocations d'architectes et l'imaginaire d'innombrables enfants qui ont appris, grâce à eux, que le monde était un grand puzzle mécanique qui ne demandait qu'à être assemblé. La fierté de Bobigny résonne encore dans le cliquetis familier de chaque boîte ancienne que l'on ouvre, témoignant à jamais d'une époque où l'on apprenait à bâtir l'avenir à main nue.
L'histoire de l'usine Mécano de Bobigny est bien plus qu'une simple note de bas de page dans les annales de l'industrie française. C'est un miroir implacable tendu vers notre propre époque. Une époque où des empires technologiques naissent et s'effondrent à un rythme effréné. Le colosse de briques rouges est tombé, non pas par manque de savoir-faire, mais par excès de certitude. C'est là que réside l'ironie la plus tragique de Mécano. Avoir fourni à des générations entières d'enfants les outils pour construire, démonter et réinventer le monde, tout en se montrant tragiquement incapable de réinventer ses propres rouages pour survivre. Ce récit nous rappelle avec force que la grandeur d'une entreprise ne réside pas seulement dans la robustesse de son acier, mais dans la flexibilité de sa vision. Ceux qui s'agrippent désespérément aux certitudes d'hier finissent inéluctablement broyés par les réalités de demain. Cependant, derrière la froideur des bilans financiers et la rouille des machines abandonnées, il reste l'élément le plus précieux de cette épopée, le facteur humain. Les milliers d'hommes et de femmes de Bobigny n'ont pas démérité. Ils ont mis leur cœur, leur sueur et leur dignité dans chaque plaque découpée, dans chaque voiture peinte. Ils ont été les artisans silencieux de nos rêves d'enfants. L'usine a disparu, avalée par le temps et la ville, mais la volonté humaine de créer, d'assembler et de comprendre, elle, est véritablement éternelle. Si cette plongée dans l'histoire fascinante et tragique de la forteresse Mécano vous a touché, n'hésitez pas à partager vos propres souvenirs de ces jouets légendaires dans les commentaires ci-dessous. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains documentaires sur les grands empires industriels oubliés. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers le temps et à très bientôt.